Bon allez, il est temps de poursuivre nos échanges autour de l'intelligence artificielle avec un sujet au cœur des enjeux technologiques actuels. Comment rendre l'IA générative à la fois plus fiable, plus sécurisée et surtout plus souveraine? Cette nouvelle session s'intitule RAG as a Service, un socle souverain et managé pour vos applications IA. Alors le RAG qui est une approche qui permet d'améliorer la qualité des réponses produites par l'IA, notamment parce qu'elle permet de chercher la bonne information avant de répondre. Mais nos invités en parleront certainement beaucoup mieux que moi. C'est pourquoi je vous demande d'accueillir Samir Akario, développeur advocate chez Scalingo, et Stéphane Robert, architecte cloud chez 3DS Outscale. Merci à leurs deux équipes également d'être partenaires du Tech Show Paris et de venir partager avec nous leur expertise sur ce sujet. Messieurs, je vous laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, j'imagine qu'il y en a beaucoup ici qui ont déjà utilisé du chat GPT, qui ont déjà pris les documents de leur entreprise pour le mettre dessus, même si personne ne va lever la main. Et en fait, dans cette présentation, on va expliquer justement comment en fait, on va utiliser les services de Scalingo et d'Outscale pour avoir une IA et un RAG qui est souverain. Donc, tout sera basé sur du Secnum Cloud et du cloud français. Donc, premièrement, je me présente. Je suis Samir Akario, développeur relations chez Scalingo, qui est un platform as a service français et un database as a service. Et à côté de moi, il y a justement Stéphane Robert. Donc moi, Stéphane Robert, je suis architecte Cloud Solution chez 3DS Outscale. Je suis en charge de monter des formations et aussi des infrastructures pour les clients. Les premiers contacts, c'est-à-dire comment on démarre sur notre plateforme. Faut que tu... D'accord, merci. Désolé. et donc voilà, je suis en charge de mettre les clients à l'aise sur notre plateforme et monter rapidement en compétences. Donc premièrement, un peu de contexte. Donc sur la partie AI, donc c'est un très grand marché déjà actuellement. On a plus de 378 millions d'utilisateurs d'outils AI et c'est un marché évalué à 42 milliards d'euros. Et en 2030, si on fait une supposition, on arrivera à peu près 800 millions d'utilisateurs et un marché évalué à 200 milliards. On le voit très bien avec énormément d'entreprises qui ont déjà en fait sur leur outil, ils rajoutent de l'intelligence artificielle. Donc par exemple la lecture de log, récupérer les factures, les lire, ou qu'ils ont ça en interne chez eux directement. Et dans certains cas, ils font pas très attention à la souveraineté et où vont leurs données. Donc, et justement aussi, donc dans le cas de ces données-là, étant donné qu'on est en France et aussi en Europe, il y a quand même énormément de conformité à avoir. Donc par exemple le RGPD, parce que par exemple vos clients ou vos utilisateurs ne veulent pas que leurs données soient utilisées pour l'entraînement sur les IA. En même temps, il y a tout ce qui est HDS, donc données de santé, parce que c'est assez sensible déjà, les données de santé sont assez sensibles, et en France, il y a énormément de régulation dessus. Et aussi sur la partie, donc la qualification Secnum Cloud, qui est une directive de l'ANSSI pour protéger au mieux les données et aussi éviter donc les lois extraterritoriales qui peuvent à tout moment vous dire on a besoin de vos données parce que vous utilisez des clouds américains ou autres par exemple. Et on a aussi 40% des entreprises qui ont exprimé leur inquiétude au partage des données propriétaires. On le voit très bien justement avec les gens qui envoient les documents à ChatGPT mais qui le disent pas souvent à leur entreprise, parce qu'ils savent que sinon ils vont se faire taper sur les doigts. Surtout, c'est des données assez sensibles, donc ça peut être par exemple la documentation interne, comment fonctionne le programme, comment fonctionne le brevet de certaines entreprises qui peuvent être très dangereux si d'autres entreprises mettent la main dessus par exemple. Et pour mettre cette solution en place d'IA souveraine, Stéphane Robert va vous présenter l'architecture technique. Donc là, c'est simplement un schéma qui symbolise le fonctionnement d'une plateforme RAG. C'est simplement, on ajoute entre l'IA et l'utilisateur une couche où on va apporter du contexte à la question qu'on va donner à notre IA. Donc c'est une couche qui va aller, qui est alimentée par une base de données dans laquelle on a déversé tous les documents de référence qui auront été validés par des utilisateurs surtout. C'est-à-dire que typiquement dans les entreprises, la qualité des documentations, on connaît tous ça, elles sont très variables. Il y a des documents qui peuvent être complètement plus à jour. Et donc le seul moyen
d'améliorer la qualité de nos IA, c'est déjà dans un premier temps de travailler la qualité de sa documentation. Je suis quelqu'un de très sensible là-dessus. Et une fois qu'on a donc fait son tri, on envoie tout ça dans la base de données sous forme de chunk. Donc c'est des vecteurs, hein, je suis sûr que vous avez tous aimé les maths, donc c'est des vecteurs qui permettent ensuite de faire des comparaisons. On pose la question, il compare avec, de manière vectorielle à ce qu'il a en base, et il collecte ces documents. Derrière, on peut faire quelques petites phases d'amélioration, c'est-à-dire qu'on va qualifier les réponses, et on va donner tout ça à notre IA, et il va construire la réponse, hein, parce que c'est une IA, un LLM, il ne génère que du texte avec les informations qu'on lui a fournies. Il devine les mots qu'il va mettre à la suite, et il ne fait que ça. Et ensuite, une fois qu'il est passé dans le Mistral, puisque c'est la solution qu'on a retenue, hein, qui est une solution européenne, on présente la réponse à l'utilisateur. Derrière, on peut mettre aussi une petite phase de qualification de l'utilisateur. Il dit « ouais, je suis content, c'était la bonne réponse, même s'il avait la réponse. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. » Voilà. Donc on peut faire pas mal de choses là-dessus. Donc quand on a démarré, on s'est rencontrés dans un salon avec Yann, qui est là à côté, hein, et on s'est dit, ça serait bien qu'on fasse une petite démo de ce qu'on est capable de faire avec une plateforme souveraine. Et donc on a fait un choix, on a dit, allez, on va partir sur le RAG parce que c'est très à la mode. Ça tombe bien, moi j'étais très intéressé par le sujet. Et on s'est posé des questions, qu'est-ce qu'on va prendre comme base de données? Scalingo, il propose des solutions de base de données as a service, on va taper dedans. Ça tombe bien, ils sont hébergés chez nous, chez Outscale. Donc on y va. Et donc j'ai écrit le code, du Python hein, classiquement. Et ensuite on a fait des choix. On va déployer chez Scalingo, puisque c'est un pass, ça tombe bien. On l'a déployé aussi chez nous parce qu'on a un Kubernetes as a service qui s'appelle OKS. On va mettre en place un certain nombre de choses, l'observabilité. J'en ai parlé, la gouvernance documentaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer n'importe quoi dans la base de données. Et après, sont arrivés les choix, en termes de qu'est-ce qu'on va faire dès le départ. On va mettre de la sécurité. Moi, je suis un fan du DevSecOps. Donc, on est parti sur tous ces principes et on a développé et on a déployé rapidement cette solution qui était basée sur des outils Python qu'on connaît tous, si on s'intéresse un petit peu à ça. Qui sont LangChain, qui est on va dire le framework qui permet d'interroger les différentes LLM via les API qui sont exposés, et Chainlead qui est une interface web. On connaît tous OpenWebUI qui est le concurrent. Celle-ci est très simple à prendre en main, donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. On s'est aussi bien sûr poser des questions sur quel type de base de données on allait héberger nos vecteurs. On avait le choix entre OpenSearch et PostgreSQL avec l'extension PG Vector. On est parti sur l'extension PG Vector. Voilà. Bien sûr, chez Outscale, on héberge un certain nombre de modèles as a service de Mistral. C'est un partenariat qu'on a depuis plus d'1 an. Et donc, on a choisi cette solution-là. On monte un bundle Mistral Small qui va générer les réponses. Donc, une fois qu'on avait fait nos choix techniques, on a dit on va héberger chez Outscale un certain nombre de choses. Donc, on avait les deux choix, j'en ai parlé. Soit sur le pass, c'est génial pour les développeurs parce qu'ils n'ont pas besoin d'un ops pour dire comment je déploie mon application pour tester ce que j'ai codé. On le déploie sur Scalingo. Il prend votre code tout bêtement. Il analyse le code. Il fait « Waouh, super. Ça, je suis capable de le pousser sur mon service de conteneur sans même faire intervenir quelqu'un. L'application, elle est up. Ça gère un peu comme du GitOps. C'est-à-dire que vous connectez votre code, votre compte GitHub ou GitLab à Scalingo. Il voit que vous avez poussé une nouvelle version de votre code. Il va dire « Oh, super, il y a une nouvelle version. Est-ce qu'on peut la valider ?» Tout ça, c'est intégré, c'est génial. J'adore. Derrière, on s'est dit, maintenant, on va passer à l'échelle. On va prendre du Kubernetes managé. On le déploie avec OKS, quoi. Bien sûr, le LLM as a service, hein, qui est les bundles Mistral, qu'on expose. Bien sûr, c'est un certain tarif, parce que ce n'est pas les modèles open source, c'est les modèles commerciaux. Puis après, bien sûr, une fois qu'on avait fait notre POC, on a commencé à jouer avec. On lui a posé plein de questions. On s'est rendu compte qu'il fallait un petit peu
encore jouer avec, valider, mettre une température très très basse parce que sinon, on connaît tout ce que c'est que je vais pas y arriver. La simulation. Et donc voilà, on a joué pendant quelques semaines et on a réussi à avoir un résultat qu'on pourrait littéralement exposer sur le site de Scalingo ou sur le nôtre comme un opérateur de support. Et vous lui posez n'importe quelle question et il répond avec la base de connaissances qu'il a, les réponses. Si vous lui posez toute autre question, il va vous dire « Je ne fais que du support Outscale ou Scalingo ». Les autres questions, allez voir ailleurs. Et bien sûr, on n'a pas eu le temps de tout faire parce que bon, on travaille pour des clients, bien sûr. Et donc, il nous reste quelques petites choses à faire, surtout sur le monitoring. Je n'ai pas eu le temps de finaliser. Et puis, bien sûr, pour éviter les problèmes de latence et tout ça, le caching, j'en passe, c'est des meilleurs. Et bien sûr, notre application, elle est fonctionnelle. Malheureusement, la capture d'écran, elle est vilaine. Je l'ai faite hier. Donc, voilà un exemple. On lui demande comment installer la CLI. C'est la CLI OKS. J'aurais dû mettre celle de Scalingo. Désolé. Donc, il vous répond exactement le contenu de la documentation auquel il a agrémenté avec des belles phrases et tout. Voilà. Après, juste là, on a pris en démo la documentation de Outscale et Scalingo parce que c'est la documentation de nos deux entreprises. Mais on peut très bien mettre d'autres types de données. Donc, par exemple, ça peut être un support pour des clients. Ça peut être aussi de la recommandation pour, par exemple, quelqu'un arrive et il pose des questions au LLM et ça lui permet d'avoir beaucoup plus de contexte et de donner une réponse beaucoup moins générique que ce que donnerait un chat GPT. Et aussi, donc là, tout ça, c'est basé, justement, comme a dit Stéphane, sur du Outscale et du Scalingo. Et donc, tout ça, c'est souverain et il n'y a aucune data qui part aux États-Unis, en Chine ou dans d'autres pays du monde. Ouais, il faut savoir que tout a été développé sur la plateforme qualifiée SecNumCloud. C'est-à-dire que tout reste en France, tout est hébergé en France. Aucune loi extraterritoriale ne peut venir demander accès aux données. Donc là, de ce côté-là, on est complètement sécure dans ce domaine-là. Il y a aussi surtout dans le cas de, par exemple, de start-up qui feraient des choses avec des données de santé. Les deux Outscale et Scalingo sont aussi certifiés HDS. Donc dans le cas de start-up qui utilisent des données de santé ou des données de patients, ils peuvent aussi utiliser ce bundle-là pour mettre en place un RAG avec ces données de santé-là, par exemple. Je pense qu'on va passer aux questions. Oui, merci. On parle de souveraineté parce que là, vous avez utilisé pas mal de solutions donc, qui étaient soit françaises, soit européennes. Maintenant, le choix du LLM, là, vous avez pris Mistral, mais c'est le seul qui existe concrètement en Europe. Est-ce que votre solution est applicable avec d'autres LLM? Et si oui, comment garantissez-vous malgré tout la souveraineté? Alors, si on interconnecte avec d'autres LLM, on pourrait attaquer les API d'OpenAI. Mais là, nous, c'est pas du tout ce qu'on va préconiser. On va préconiser de déposer carrément les modèles chez nous pour que tout reste chez nous. Donc par contre, on ne pourra pas attaquer des modèles non open source. Donc ça se limitera à des modèles open source. Comment vous avez géré les hallucinations et les injections de prompts qui peuvent attaquer le système? Alors tout simplement, ce que j'en ai parlé, j'ai baissé la température tout baissement à pratiquement presque 0. Et là, ça limite totalement les hallucinations. Et sur la partie, on va dire, on va qualifier le prompt de l'utilisateur. J'ai pas trop touché encore, mais c'est vrai qu'il y a des choses à faire parce que faut être honnête. Et comment vous avez géré? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec les chunks, en fait, la taille de vos chunks lorsque vous avez fait votre... Alors, on va dire que j'ai beaucoup travaillé le sujet parce que c'est un sujet qu'on a exposé chez nous en termes de... On avait un hackathon qui portait sur ce sujet-là. Et j'ai eu la chance de gagner le hackathon, entre parenthèses. Face à 15 équipes, donc voilà. Et c'est vrai que c'est un sujet assez difficile à comprendre, c'est que on ne peut pas donner n'importe quoi comme document. Il faut que le document il respecte un certain nombre de conventions. Vraiment que le document soit préparé à, on pourrait dire, être optimisé pour que l'IA tombe sur les meilleures réponses. C'est-à-dire qu'on va orienter par exemple les titres à utiliser essentiellement des questions dans les titres
cette partie, elle va répondre à telle question. Et ça permet d'améliorer déjà la détection des textes similaires. Et sur la taille, c'est clair que c'est un souci parce que ça joue énormément sur le délai de réponse. Moi, je préconise de découper en plusieurs chapitres. Et quand on élabore les documentations, c'est d'éviter d'avoir des gros pavés, quoi. Parce que sinon, c'est vrai que ça va non seulement polluer la réponse, mais aussi ça va vous limiter sur... parce qu'on parle de contexte, chaque modèle a une taille de contexte maxi. Et si on commence à lui donner des très gros morceaux de documentation, bah, il va répondre désolé, je suis hors quota, quoi. Donc ouais, c'est un travail, c'est quelque chose qui se travaille. Oui, du coup, déjà merci pour la présentation. Et j'aimerais savoir la marge d'erreur jusqu'à présent. La marge d'erreur, c'est-à-dire les réponses qui ne sont pas correctes. Avec la température que j'ai mise, en général, quand il ne veut pas répondre, c'est qu'il n'a pas la réponse. En plus, là, on ne voit pas, mais en dessous, on a toutes les références qu'il a utilisées, c'est-à-dire tous les documents qu'il a utilisés. Et en général, quand il ne répond pas, on voit bien qu'il n'a pas de document. Donc là-dessus, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas trop d'échecs. Il ne répond que ce qu'il sait. Bonjour. Comment vous avez géré la latence et quelle est la latence que vous avez aujourd'hui? C'est génial parce qu'on est partenaires, donc ils sont hébergés chez nous. Tout est pratiquement en direct et on n'a pas eu trop de soucis. L'ennui, c'est qu'on a testé, on était 3 ou 4 utilisateurs. C'est vrai que si on commence à avoir 500, 600 utilisateurs, bah il faut mettre l'infra derrière qui répond. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre plus de GPU. Là, on était sur 2 GPU des L40. Bon, c'est pas des hauts de gamme, hein, ça répond plutôt bien. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire de démo, mais on pose la question, 3 secondes après, on a la réponse. Et là-dessus, là, si on commence à utiliser, on va dire, différents services hébergés dans différents hébergeurs cloud, là, c'est clair qu'il faut renforcer avec des outils de comment on appelle ça, de cache, quoi, tout bêtement. Après aussi, par exemple, là, sur Chainlit, par exemple, qui est chez Scalingo, si jamais il y a énormément de latence, tu peux aussi mettre un autoscaler chez Scalingo qui, justement, quand il verra qu'il y a trop de latence, va mettre en place des nouveaux conteneurs pour justement la diminuer, par exemple. Et ça peut être en automatique par rapport à la latence, au nombre d'erreurs, etc. Donc il y a aussi ça qui peut rentrer en jeu pour au maximum la diminuer, par exemple. Bonjour. Une question d'un non-initié. Vous parlez souvent de baisser la température. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, la température, c'est tout simplement c'est un facteur sur lequel on peut jouer quand on soumet un prompt à ChatGPT. Alors, dans l'interface normale, on ne le voit pas, mais dans les appels d'API, c'est un curseur sur lequel on peut jouer. Et plus la température est basse, moins il a de liberté. C'est aussi bête que ça. Ça va prolonger une question qui a été posée avant. Finalement, la souveraineté, c'est quoi? Si par exemple, j'utilise un modèle Hugging Face on-premise qui ne va pas sortir de mon ordinateur, donc pas du Mistral pour le coup, est-ce que je reste souverain ou pas? Tout dépend si les lois et l'extraterritorial vous imposent de devoir répondre aux appels de ces gouvernements qui ont pris, on va dire, peuvent prendre le contrôle de votre infrastructure. Sur des modèles open source, normalement, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas les autorisations. Donc, après, c'est vrai que la souveraineté, elle s'arrête où? Est-ce que l'infrastructure, les matériels, par exemple, c'est difficile de ne pas utiliser des matériels qui ne sont pas non américains. Là, c'est vrai que la limite, on a du mal à la fixer, quoi. Et pour le moment, on n'a jamais eu de soumission de la part du gouvernement américain en disant vous utilisez du matériel américain, attention, on a le droit à accès à vos données. Ce n'est pas encore le cas. Donc, Bon, il nous reste encore un tout petit peu de temps. Si vous avez envie d'approfondir un point, c'est le moment. Il faut saisir l'opportunité. Après, Non, c'est bon si jamais on a aussi un stand qui est au T57, on peut aussi vous faire on a ce use case là, mais on a aussi d'autres use cases avec OpenSearch, PG Vector et autres, si jamais ça veut approfondir la discussion au stand de Scalingo. Et j'en profite pour faire une petite pub pour moi. J'ai un site internet où je parle de tout ça. Vous cherchez Stéphane Robert, DevOps, et vous allez tomber sur moi.
Et il y a un article sur Scalingo et le RAG et tout. Voilà. Faites-vous plaisir. Merci beaucoup encore à nos intervenants. Je vous invite pour votre part à scanner le QR code pour partager vos impressions sur cette session. Et puis je vous rappelle aussi que si vous partagez vos moments préférés du salon directement sur LinkedIn avec le hashtag TechShowParis, vous aurez peut-être la chance de gagner des cadeaux parmi lesquels un casque Bose, des places pour PSG Tottenham ou encore un séjour de luxe. Merci. Et puis on se retrouve dans quelques minutes pour la suite du programme.